Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, nous allons essayer d'échanger avec un invité de marque que vous connaissez très bien et qui a des analyses voilà, bien assises et bien ciblées. Un confrère qui nous fait honneur d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons essayer d'analyser la situation politique en République démocratique du Congo. Comment est-ce que les choses évoluent d'une certaine façon? Où en sommes-nous à présent? Lui, c'est Raphaël Walukonka. Moi, je dirais le très professionnel qui est avec nous, à qui je dis bonjour et bienvenue, Raphaël. Bonjour, merci pour l'invitation, Monsieur Gilles. Tout va bien? Dieu nous fait grâce. Il y a une question que je voulais vous poser. Comment vous faites pour vous départager, être au pays ainsi qu'à l'extérieur du pays? Et je vous vois quasiment pas vous reposer. Comment faites-vous? Je programme, je m'organise à respecter mes rendez-vous et mes organisations. Un travail si difficile, mais vous le faites tellement bien et Merci. ça montre que vous avez tant d'énergie. Voilà. Ouais, c'est parce que je m'organise à respecter, comme je l'ai dit tantôt, à respecter mes engagements. Très bien, merci beaucoup de cet honneur et de ce privilège, malgré que vous êtes trop occupé. C'est un honneur de vous recevoir toujours sur le plateau. Ça a été toujours un grand plaisir pour moi de partager ces plateaux avec vous. Merci beaucoup. Alors, ouvrons cette émission par la situation politique, parce que depuis un certain temps, il y a des choses qui bougent un tout petit peu. Je sais, aujourd'hui, ça a toujours été un peu difficile quand on pose des questions. À un moment donné, on devient celui-là qui doit répondre aux questions. Je voudrais qu'on commence par la sortie médiatique de Joseph Kabila. Vous, en tant qu'analyste ou en tant que journaliste, historien du présent, comment avez-vous analysé cette sortie par rapport à l'avenir de la République démocratique du Congo, lui en tant qu'ancien président de la République? J'estime qu'il devait avoir un discours rassembleur en lieu et place des tirés. J'estime que la première sortie médiatique de l'ancien président de la République, après beaucoup d'événements malheureux que la République démocratique du Congo a connus à son absence, il devait par contre avoir un discours rassembleur, appelé à l'unité par exemple, à, à condamner l'agression et ensuite diriger ses calculs politiques. Parce que c'est un politicien, il est de l'opposition, il ne donnera jamais cadeau à la majorité. Mais la première des choses, il devait avoir un discours rassembleur, en lieu et place des tirés. Ah, et vous estimez qu'il n'avait pas un discours rassembleur? À un certain moment, bon, je ne sais pas si j'ai bien compris la teneur de son discours. Pendant 42 minutes, je n'ai pas entendu l'ancien président condamner l'agression rwandaise. Je n'ai pas entendu l'ancien président parler, condamner ce qui se passe, par exemple, à Goma, c'est-à-dire des exécutions sommaires. Ok. J'attendais le président de la République parler de faits négatifs que la République démocratique du Congo a connus pendant qu'il était absent. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Mais hélas. Il n'a fait mention de rien. Alors, cette sortie médiatique de Joseph Kabila a engendré pas mal de réactions des Congolais. Et ça a entraîné même des sanctions. Et aujourd'hui, bon voilà, et quand bien même le CESAC s'est rébiffé d'une certaine façon, où il était question qu'on ne parle pas du PPRD, moins encore de Joseph Kabila. C'était une bonne décision selon vous? Moi, j'estime que devant la responsabilité, devant des faits marquants, on doit toujours prendre position. Étant acteur politique, acteur social, on doit toujours prendre position. Parfois, ça fait mal, mais il faudra le faire. Je pense que le CESAC, à son niveau, il a fait sa part. Il a fait Il sa n'a pas part. tort. Pardon? Il n'avait pas tort. Bon, moi je dirais que il n'avait
pas tort dans la mesure où le fait à sa possession étaient des faits graves. C'est-à-dire, on accusait l'ancien président de la République de travailler en connivence avec l'agresseur. Ok. Vous voyez, par exemple, dans d'autres pays, quand on vous accuse de faits comme ça, vous êtes sanctionné directement. D'abord, la première des choses, c'est la sanction populaire. Ok. Et ensuite, ce sont des organisations qui viennent maintenant pour vous sanctionner. Je pense que le CESAC a juste fait sa part de choses devant des accusations. Devant des accusations. Alors, cher Raphaël, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la politique économico-socio en République démocratique du Congo? Comment évoluent les choses quand vous analysez, vous regardez? J'estime que ça va très mal parce que il y a une année, j'étais pleinement à Kinshasa. J'avais l'habitude d'aller au supermarché avec moins de $100 pour faire des courses Ménager. voilà, de courses ménagères et autres. Mais aujourd'hui, c'est devenu difficile de couvrir de besoins élémentaires avec $100. $100 C'est ne devenu représentent plus compliqué. rien. Ouais, c'est devenu très compliqué. Je me pose des questions maintenant pour des personnes qui travaillent, par exemple, dans des organisations où ils n'ont que $100 comme salaire. Comment ils font pour tenir, pour subvenir aux besoins familiales, comment ils font pour couvrir leur vide? Je me pose toujours des questions. Et surtout, le responsable, le parent, comment ils font pour payer le frais académique, le frais scolaire? Je me pose mille et une questions et je me dis que la situation est un peu compliquée, perplexe. La situation est compliquée. Là, vous avez brossé le tableau de la situation économique. Alors, au niveau politique, quelle est votre lecture de fait? Bon, depuis un certain moment, notre pays produit vraiment des politiciens certains de très mauvaise qualité. Voilà. Certains préfèrent rester silencieux. Vous voyez, il y a des hommes d'État. Il y a encore des hommes d'État dans notre pays, bien qu'ils sont vraiment rares. Mais ils font la fierté en gardant silence. Mais aujourd'hui, quand vous suivez à la télévision des sorties médiatiques, vous vous posez des questions sur la qualité d'hommes politiques dans notre pays. Depuis un certain moment, ça va faire maintenant plus de 20 ans, notre pays produit des hommes de très mauvaise qualité, surtout dans la classe politique. Prenons les derniers. Parce que souvent, ce sont des hommes qui viennent juste pour faire les affaires. Ce sont plus des affairistes. Exactement. Prenons les dernières années ici. La faute, on l'incombera à qui? Au président de la République, parce que c'est lui qui manage, c'est lui qui met les pions, et c'est lui qui place les gens. On dira la faute revient à la tête, ou bien aux personnes voilà, qui sont là, qui ne sont pas incompétents. Moi, je dirais que c'est à tout niveau. À tout niveau. Ouais. Parce que c'est comme dans une entreprise. Si je vous nomme, par exemple, directeur de programme et que vous ne faites pas bien votre travail, je fais quoi? Je vous sanctionne directement. Mais vous avez aussi la responsabilité vous-même, étant directeur de programme. Dès que vous êtes promu, qu'est-ce que vous faites? Vous devez assurer vos responsabilités. Face à l'histoire, on vous posera des questions sur votre rôle. Moi, j'estime que c'est à tout le niveau. C'est à tout le niveau. Parlons sécurité. Fayoul s'est rangé du côté, comme certaines personnes estiment, du côté de la raison ou encore du côté de la République. Est-ce la même lecture que vous faites? Bon, c'est l'avenir nous donnera raison. L'avenir pourra éclairer en fait ses intentions. Ah, c'est juste que là, ces intentions ne sont pas encore bien élucidées. Non, c'est parce que c'est pas. Élucidées. Non, c'est un premier pas. C'est la suite qui définira le reste. Parce que Vous savez, chose pareille ne s'est jamais. Vous savez, fait. Moïse Katumbi à l'époque, lors de consultation, il est venu aussi. Il a dit qu'il est venu pour répondre à l'appel. Le chef de l'État. Mais ensuite, c'était quoi?
Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que la suite était intéressante? Donc, il faut toujours considérer la suite. Oui, bien sûr, c'est pas le début, en fait. Même la Bible le dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais déjà, ce pas-là, ce n'est pas encourageant d'une certaine façon pour... Moi, je trouve c'est le courage de se mettre ensemble autour d'une table pour résoudre le problème d'État. C'est toujours magnifique. C'est quelque chose d'appréciable. Moi, je m'incline devant le grand esprit. Les gens qui savent mettre des divergences de côté pour parler État, sans état d'âme. sans état d'âme. Alors, nous sommes en train de parler de sécurité, parce que nous savons très bien que l'Est de la RDC est en proie. Jusque-là, il n'y a pas assez d'avancées significatives pour voilà, pacifier l'Est. Bon, le président Joseph Kabila s'est vanté à son époque, il avait mis terme à ces hostilités-là. Mais jusque-là, nous sommes comme cloués dans cette situation, comme nous sommes dans une impasse. D'après vous, la politique menée aujourd'hui par le régime actuel ou encore la diplomatie sous impulsion du président de la République est-elle agissante, nous conduisant vers une voie de sortie? Bon, je dirais que je suis plus optimiste et observateur, et ensuite je dirais que certains faits font état d'une avancée significative de notre diplomatie. Par exemple, sur le plan international, des sanctions que le Rwanda subisse, je me dis que la République démocratique du Congo est très active pour mettre de côté l'agresseur de notre pays. Mais sur le plan pratique, par exemple, en termes sur terrain, à l'est de la République démocratique du Congo, il faudra beaucoup plus d'efforts. C'est-à-dire, on ne pourra pas parler de la sécurité, la paix, sans pour autant avoir une armée dissuasive. On doit avoir une armée capable de réagir à temps réel face à l'agression, face à tout ce qui se passe dans notre pays. C'est-à-dire, il faudra appliquer la politique américaine, c'est-à-dire négocier, en même temps vous maintenez la pression sur l'agresseur. Mais malheureusement, cette politique-là n'est pas observée. Ouais, bon, chaque pays, chaque régime a sa façon de faire les choses. Mais ici, chez nous, cette politique-là n'est pas d'application parce que c'est la République démocratique du Congo. C'est différent avec l'Amérique. Qu'est-ce qui manque? C'est peut-être parce que la RDC est faible. Il manque des capacités pour mettre en place ces applications, cette politique ou voilà. J'estime qu'il y a beaucoup de problèmes à beaucoup de niveaux. Par exemple, l'armée aujourd'hui, on ne pourra pas aller... on ne pourra pas, sincèrement, on doit se les dire, on ne pourra pas aller en guerre avec une armée où vous avez des éléments douteux. C'est comme si vous allez combattre avec des personnes que vous ne maîtrisez pas. Donc, il y a beaucoup de traîtrises. Il y a beaucoup de faits. C'est pas seulement le traîtrisme, mais par contre, la trahison, pas comme telle, mais je pourrais dire la loyauté partagée. Ok. Voilà. Et certaines personnes se sentent loyales envers des personnes qui les ont promis. Donc, quand vous dites loyauté partagée. Et d'autres personnes se sentent irrédevables envers leur pays d'origine. Ça veut dire? Ben, il y a des infiltrés dans notre armée. Il y a des infiltrés? Oui, bien sûr. Ah, c'est fort. Oui. À la suite de braquage, mixage, tout ce que nous avons connu dans notre pays. Donc, c'est une raison de plus qui fragilise notre armée. Évidemment. Alors, pourquoi, depuis tout ce temps, parce que c'est une question qui se pose 6 ans durant que le régime en place est là et aux affaires, qu'est-ce qui manquerait pour ne fût-ce que... Parce que
Aujourd'hui, on dit que l'armée est infiltrée d'une certaine façon. En son temps, le président de la Je République pourrais avait répondre dit, directement. le président de la République avait dit, Le travail de... le président avait dit que l'armée était bien structurée. Le travail de construire une armée, c'est un travail de longue haleine, déjà au départ. Mais pourquoi avoir Et le commencé par travail dire de que c'était refaire une armée, structuré? c'est aussi un travail de longue haleine. Mais surtout le travail de démystifier, démanteler un réseau contre-productif dans une armée, alors là, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de stratégie. Et voilà ma réponse à ce sujet. Donc ça veut dire qu'il faut du temps. Du temps, ouais. Et pas seulement le temps, beaucoup de stratégie, beaucoup de détermination et surtout avec un regard un peu plus objectif. Un regard beaucoup plus objectif. Ouais. Avons-nous ce regard beaucoup plus objectif quand vous regardez, vous analysez la sphère politique en RDC aujourd'hui? L'armée est apolitique. Voilà pourquoi je parle de l'objectivité. On doit avoir des hommes... L'objectivité doit venir de l'armée ou bien... De l'armée, c'est-à-dire la partant du chef d'état-major général. Il a un travail autonome. Il doit avoir la capacité d'analyser, de percevoir les choses clairement, sans influence, sans pour autant tomber dans des influences politiques. À ce stade actuel, parce que officiellement, Joseph Kabila a dit dans son discours qu'il allait, s'y rendre à Goma, et on l'a vu, et dans les consultations, Joseph Kabila est allé consulter. Et les consultations pour quel aboutissement? Et Nanga qui est aussi là. Faudrait-il aller en dialogue, négocier avec Joseph Kabila et Corneille Nanga, comme certaines personnes estiment? Comme tout autre Congolais, j'estime quand il faudra lancer des dialogues, on doit appeler tout le monde autour de la table. Joseph Kabila devra être autour de la table ainsi que Corneille Nanga d'ici mois. Il fait partie du problème, donc il peut aussi devenir, il peut faire partie de la solution. Il peut faire partie de la solution. Ouais, j'estime. Et si par exemple, après le dialogue, ces personnes-là, qui aujourd'hui, qui tuent les paisibles Congolais là, à l'Est, et qui étaient lavés après? Moi, je pense que ce serait cracher sur la mémoire d'autant de Congolais qui sont morts. Injustement, alors. Il y a des exécutions sommaires qui se font à l'est de la République démocratique du Congo. Et ces personnes ne vont jamais pardonner des personnes qui vont pactiser avec ceux qui les ont tués injustement. Alors, pour des personnes qui massacrent délibérément les Congolais, les paisibles citoyens, pourquoi se mettre autour d'une table et dialoguer avec eux? Dialoguer ne veut pas dire oublier. Dialoguer ne pousse pas à accepter tout ce qu'on propose. Dialoguer, c'est savoir d'abord ce que l'autre veut. Dialoguer dans un sens d'écoute. Dialoguer dans un sens de donner l'occasion, l'opportunité à ceux qui ont fait du mal, au moins de s'amender. Je pense dans cet esprit que nous pouvons carrément avancer. Mais ce n'est pas dialoguer pour effacer le tableau, non, c'est pas pour blanchir le criminel, non. J'estime que ce n'est pas l'objectif de ce dont je parle, je viens d'évoquer tout à l'heure. Nous sommes dans des structures comme la SADC, la CEC. Ça ne sert à rien tout ça. La CAC. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Quand vous n'avez pas une armée dissuasive, tout ça, ça ne sert à rien. On voit, le Rwanda vient de claquer la porte ici à la CEC. Oui, parce qu'il s'estime fort.
Ils s'estiment forts. Mais alors, toutes ces communautés, ces structures ne nous aident en rien. Pourquoi la RDC On doit continue à quitter, on rester? doit quitter, on doit avoir le courage de quitter, mais c'est quand vous êtes en position de faiblesse, vous êtes en position, vous êtes en difficulté, vous estimez que l'apport des autres est toujours important, vous savez. Quand vous êtes dans la galère, vous tendez la main à n'importe qui, hein. C'est juste après avoir obtenu quelque chose que vous pouvez maintenant vous définir. Dans l'autonomie, on s'est défini. On peut avoir le courage de se décider aussi. Vous savez, le Rwanda s'est permis de faire certaines choses parce qu'il connaît l'armée congolaise, il connaît notre pays, il connaît l'homme congolais. Il a pris le temps depuis 1994 d'étudier l'homme congolais. Il a travaillé avec l'homme congolais. Il a dribblé l'homme congolais. Il a organisé certaines choses. Il a promis certaines personnes. Il a promis certaines personnes, mais aussi il a façonné certaines personnes. Et il s'est dit qu'il a encore ses pions dans la classe politique congolaise, il a encore ses pions dans le sphère politique congolais. Il a encore des pions dans les sphères congolais. J'ai toujours eu une certaine crainte de la situation politique ou bien la situation de la RDC. Où la RDC, dans la géopolitique, serait au centre des intérêts internationaux. Où, moi je dis, comme Fanon avait dit, la gâchette de la RDC, c'est encore comment la phrase, la gâchette du développement. L'Afrique a la forme d'une gâchette, d'une revolver, dont la gâchette est on est au centre. Au centre, voilà. À la RDC. Moi, je me suis toujours posé cette question. La RDC ne serait peut-être pas cette gâchette qui déclencherait la Troisième Guerre mondiale? Probablement oui, dans la mesure où nous gérons inconsciemment nos ressources. Inconsciemment. Ouais. Êtes-vous d'accord avec ce contrat américain qui est voilà en gestation? Je connais pas encore la teneur de tout ce qui est dit, le contour de ce contrat. Parce que nous avons un contrat avec les Chinois et puis Ouais. voilà, on se tourne si et seulement si on doit se tourner vers les Américains. Vous ne trouvez pas que ça risque de créer un vrai conflit? Non, nous sommes un pays indépendant. Nous pouvons conclure des contrats avec n'importe qui et comme on veut, selon le terme de contrat et surtout pour le profit et l'intérêt de notre pays. Ça ne dérange pas. Les États-Unis ont de contrats avec combien de pays? La France, la Chine, ils ont des contrats avec combien de pays? La RDC peut négocier avec n'importe qui. Je pourrais encore paraphraser ce que le maréchal Mobutu disait à l'époque. Il disait, je pense, sous réserve des historiens, il disait pour la paix et la sécurité du Zaïre, s'il faudra conclure un contrat avec les diables, je le ferai. Alors c'est ça. C'est-à-dire on est indépendant. Donc on peut conclure des contrats avec n'importe quel pays, n'importe quel État, pour l'intérêt de notre pays. Donc s'il faudrait nouer les liens, faire des pactes avec le diable, il faut le faire juste pour la paix. C'est une façon de... C'est une expression. C'est une façon de dire les choses, de clarifier et de présenter le tableau. Alors, depuis un certain temps, on voit la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, dernièrement ici, elle est à Goma pour parler avec voilà, tous ceux qui sont de l'autre côté là-bas. Estimez-vous vraiment que la démarche de la MONUSCO peut nous aider à avancer? Toutes ces organisations n'ont jamais été sincères avec la République démocratique du Congo. Depuis leur arrivée jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais été sincères. Ils ont soutenu l'agresseur à un certain moment. Vous avez entendu. Il y a certains ressortissants de l'Est de la RDC, précisément par exemple à Béni, où j'ai été. Ils ont incendié le siège de la MONUSCO. Parce que la MONUSCO logeait le terroriste, le ZADF, je pense, le ZADF à Béni.
Donc, vous croyez encore à la sincérité de la MONUSCO? Jusqu'aujourd'hui, vous êtes un historien du présent. Comment se fait-il que la MONUSCO ne part toujours pas alors qu'on lui a été demandé de voilà que son contrat de Et c'est comme ça qu'elle est en train maintenant de nous duper. et nous aussi alors on se laisse duper. Moi, j'estime. J'estime qu'on se laisse faire à un certain moment. Il faudra couper tout ceci. Ça nous prend beaucoup d'argent et surtout, c'est devenu vraiment une forme de duperie bien organisée, mais par contre, une forme de, pas vraiment une sorte de ressource, mais une forme de, de bras séculiers de nos agresseurs. Ok. Voilà. Depuis un certain moment, à l'est de la RDC, les gens, nos Congolais, nos frères, s'opposent à la présence de la MONUSCO. C'est en raison des informations qu'ils ont. Je crois que ça va faire maintenant plus de 6 ans qu'ils organisent des marches, des contestations pour demander le départ de la MONUSCO. C'est en raison d'informations qu'ils ont chaque jour. L'information que j'ai reçue quand j'étais à Béni, c'est que Mamadou Ndala a été assassiné à quelques mètres du siège de la MONUSCO. Oh, à quelques mètres du siège de la MONUSCO. Et 2 fois, la MONUSCO est informée. C'est ce que, selon mes sources, bien installées à Béni, me renseignent. La MONUSCO est mieux informée. La MONUSCO a toutes les informations du jour et l'heure des attaques. C'est-à-dire, par exemple, si le ZADF ou le ADF et tous ces groupes terroristes et tous ces groupes rebelles qui sèment terreur à l'est de la RDC, précisément à Béni, s'ils vont attaquer à 15h, vous verrez qu'à 14h30, il n'y aura peut-être pas des dispositifs de la MONUSCO. Selon mes sources et des journalistes bien informés à Béni, ils me disent que parfois c'est en connivence avec certaines personnalités et certaines organisations. Et il faudra encore croire Des personnalités à la de la sincérité. République. Non, je parle des organisations. En connivence avec certaines personnalités. Non, avec le terroriste, le rebelle. Ok. Est-ce qu'il faudra encore croire à la sincérité de toutes ces organisations? Il est grand temps d'avoir une armée dissuasive capable de répliquer et instaurer la paix. À ce moment-là, on sera respecté. Comme vous venez de le dire, que ça nous prendra du temps pour réorganiser cette armée. Mais le tour du monde commence par un pas. Mais jusque-là, nous ne sommes pas encore en termes d'en finir. Pour le Nous moment, faisons de demi-pas, ça viendra. ça viendra. Pendant ce temps, il y a des milliers de personnes qui sont en train de croupir. Fort malheureusement. Très bien. Alors, j'aimerais avoir votre avis par rapport à la sortie médiatique du vice-premier ministre du transport sur Top Congo. Il a parlé sur certaines Il a parlé choses, beaucoup de choses. Je crois oui, qu'il a parlé de l'aéroport, la construction. Je trouve ça intéressant de construire un nouvel aéroport. Il a parlé aussi de Surtout ça, l'aéroport, je trouve que c'est vraiment intéressant pour nous. Parce que ça, c'est l'intérêt, c'est pour l'intérêt des Congolais. À ce niveau-là, on a besoin d'un aéroport qui nous ressemble. Parce que c'est illogique. Pas ce hangar-là. Pas cet hangar-là. Ouais, c'est illogique. Pour un pays de plus de 100 millions de Congolais, d'avoir un aéroport incapable d'accueillir 1% de la population. 1%. Même pas 0,5%. C'est illogique. C'est la même chose, j'aimerais dire, pour l'armée congolaise aussi. Pour un
un peuple nombreux, un grand pays comme la République démocratique du Congo, il faudra avoir au moins 1% de hommes actifs, militaires actifs, pour défendre l'intérêt de notre pays. Donc il faudra encourager le recrutement dans l'armée. Donc voilà. Il faut encourager le recrutement dans l'armée, mais avoir au moins 1%. 1%. 1%. Donc jusque-là, nous n'avons même pas 1%. Oui, il faut au moins avoir 1 million d'hommes dans notre armée. Alors, le président Jean-Pierre Bemba a aussi soulevé un point sur les 66 millions que le régime passé payait au C'est malheureux Rwanda. si c'est vrai. Hein. Je dis c'est malheureux si c'est vrai. C'est malheureux. Ouais, si c'est vrai, c'est malheureux pour notre pays. Et le pays n'était peut-être pas aussi à la merci des étrangers d'une certaine façon. Et, Bon, le pays si n'était cela est peut-être pas vrai, vendu. c'est malheureux. Je dois d'abord vérifier l'authenticité de tout cela. C'est ce que 66 millions, c'est beaucoup, hein, 66 millions. Mais si c'est vrai, donc on était vraiment victime d'une trahison, d'une haute trahison. Ah, c'est une haute trahison. Ouais. Est-ce que Joseph Kabila aujourd'hui peut comparaître aussi vraiment devant les tribunaux, être jugé, comme on a vu à l'instar Sarkozy et Hollande d'une certaine façon? Oui, dans la mesure où les infractions sont renues, selon le code pénal et selon nos lois et notre constitution. Notre constitution, notre constitution par rapport aux anciens chefs d'État, je ne sais pas si il y a une Donc loi qui on ne régit. pourra pas aller à l'encontre de notre constitution, nos lois et autres. Donc je me réfère à tout ça. Les infractions doivent d'abord porter un caractère pénal et ensuite il pourra être poursuivi. Un caractère plutôt infractionnel. Un caractère infractionnel. Ouais. Enfin, Walukonka, avant de chuter, j'aimerais que vous puissiez un peu placer un mot par rapport à une décision qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive en ce qui concerne l'affaire de Moutamba. Parce que le ministre a quand même fait de prouesses depuis qu'il est à la tête du ministère de la Justice et garde des Sceaux. Mais voilà, une affaire de justice qui était, bon, voilà, ce qui dit qu'il a été pris la main dans le sac. Comment analysez-vous Il est grand temps qu'il renaisse comme un grand homme, soit il va disparaître comme tout le voleur. Qui renaisse, qu'est-ce que vous voulez dire par qui renaisse comme un grand homme? C'est-à-dire en ce moment, il est accusé, il est sur le banc d'accusation. Ouais. Il doit maintenant renaître. Prouver. Qui n'a pas Il doit amener. À ce moment-là, il sortira grand, vous savez. Et ça fera encore sa notoriété. Qui sortait même propre. Tête haute face à la situation. C'est-à-dire clean. Devant toutes ces accusations. Mais dans la mesure où cela s'avère vrai, donc ce serait malheureux pour l'image qu'il a vendue. Vous voyez, tout ce qu'il a fait comme réforme, comme lutte. Il a fait rêver beaucoup de jeunes au-delà du Congo. C'est-à-dire, mais en Afrique en général. Vous voyez, beaucoup de jeunes se référaient déjà à lui, le comparaient à Patrice Emery Lumumba. Donc, il faisait rêver. Il a vendu quelque chose. Maintenant, il est grand temps qu'il renaisse comme un grand homme. Ou soit il va disparaître comme tous ces détourneurs, tous ces traîtres qui ont trahi la République. Donc voilà. Alors, nous finissons par cette question par rapport à Kinshasa. Kinshasa est devenue comme une ville très compliquée. Très sale. Très sale. Oublié même. Oublié. C'est fort hein, comme propos. Ouais, c'est oublié. Il y a l'insécurité qui bat maintenant à Kinshasa. Moi, j'ai failli hier. Hein. C'était terrible. Dans un quartier supposé sécurisé. On ne sait plus en fait des braquages, dans des réalités vraiment affreuses. Ça fait peur à Kinshasa. Ces derniers temps, c'est devenu difficile de sortir, même pendant la journée.
Avant, c'était le soir, tu t'es dit peut-être le soir, il y a des brigands. Ouais, mais aujourd'hui, c'est à midi. Tu as vu ce qui s'est passé à Lemba. Ok. C'était en plein jour. Donc, j'estime que on doit vraiment, le ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la ville doivent travailler, retravailler, doivent vraiment mouiller le maillot pour nous éviter toutes ces réalités. Était-ce la personne qu'il faut, à la place qu'il faut pour la ville de C'est Kinshasa? plutôt le résultat qui pourront dire tout. Mais le résultat le prouve aujourd'hui. Donc, si on les dit comme ça, donc ils ne méritent pas. Il ne mérite pas. Ouais. Raphaël Walukonka, un mot au peuple congolais qui vous suit. D'être patriote, de ne plus se laisser leurrer, de laisser duper par de politiques, de partisans, et venir plutôt au camp de la patrie, de défendre le pays, de défendre la patrie en lieu et place des individus. Vous savez, de partis politiques disparaissent au bout d'un moment, mais la patrie reste. Nous devons défendre notre patrie avant tout. Vous savez, à l'époque, il y avait des partisans d'Abako, du parti de Mobutu. J'ai d'ailleurs oublié, Idemo. Abako, Idemo. Mais leur siège social, c'est où aujourd'hui? Mais la patrie est restée. Nous devons par contre défendre nos terres, en lieu et place de défendre des individus. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir une nation forte. Merci beaucoup, Monsieur Gilles. Merci beaucoup, cher Raphaël, de cet honneur que vous nous faites. Ça a toujours été un plaisir pour moi de recevoir un grand monsieur comme vous. Le plaisir est partagé. Merci pour toutes ces interventions, vos interventions pertinentes, et j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Merci beaucoup, mais Raphaël ne pense pas peut-être se lancer aussi en politique plus tard? Politique? Ouais. Tout le monde est politicien. Vous êtes politicien aussi? Oui, mais non, se lancer dans la carrière politique. Mais déjà, je suis journaliste. Oui. Je ne sais pas l'avenir. L'avenir, plus tard, voilà. L'avenir. Je sais que Raphaël Walukonka est ministrable. Non, voilà. Vous savez, la vie répond à une obligation. La vie répond à la prédestination. Il était destiné que l'homme fasse son chemin. À un certain moment, vous rencontrerez de péripéties. Okay. Et ensuite, vous allez vous en sortir pour frayer le chemin et vous imposer à un niveau ou au stade voulu par Dieu. Okay. Alors moi, je ne sais pas où est-ce que tu m'amènes. Peut-être dans l'agriculture, l'entrepreneuriat, la politique. Ah, vous n'aimez pas l'agriculture? Apparemment, tout le monde veut devenir politicien. Moi, c'est ce que moi j'aime faire. Ah, oui, et ce que j'ai fait aussi bien. L'agriculture, l'élevage. Bon, je ne sais pas. Où est-ce que Dieu m'amène? Très bien, merci beaucoup, cher Raphaël. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez un bon week-end et que Dieu bénisse la RDC. On se retrouve très prochainement. Au revoir.